Swear. Les Triple C's? Ah oui, voilà, les Triple C's. Oh là là, quelle légende ce Rust. Bon allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Place aux Triple C's de Rust, Coronavirus Confinement Chronicles, avec Monsieur Polydomso. Donc tous les jours, nous répondrons à vos questions, plus il y aura quelques recommandations dont nous laisserons la paternité à Rust. Non mais me laissez pas là-dedans, on vient d'en parler, mais il faudra que vous... Parce que la recommandation que je vais vous donner, elle marche, mais c'est simplement... Elle est un peu étrange, mais elle marche. Teasing pour la fin du podcast. Donc pour vous poser les différentes questions, c'est soit en commentaire sur YouTube, soit podcast@lasueur.com pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, ou alors par DM sur Instagram @lasueur. Bien, on va commencer par une question qui s'adresse à ce cher Polydomso. De Princeps_art. Hello! Est-ce que l'année dernière, Polydomso était inscrit à un cours de boxe universitaire vers février? Le cours avait lieu à Paris Descartes, à la porte de Versailles. Je demande car quelqu'un lui ressemblait vraiment. Alors déjà, non, alors je mets fin tout de suite à la rumeur, c'était pas moi. Ce n'était pas moi. En revanche, j'ai un physique très commun, donc ça m'étonne pas. J'ai des siamois un peu partout, j'ai des clones un peu partout. Parce que c'est pas la première fois qu'on me dit qu'on m'a vu à un endroit où je ne suis pas. Ou peut-être y étais-je. Mais ça, je ne saurais jamais. Non, je déconne. Non, c'était pas moi. C'était pas moi. Bien, question toujours sur Instagram de Angie. Salut, j'ai une question. Je commence seulement à m'intéresser au MMA et je voulais juste comprendre pourquoi c'était la dernière chance de Romero pour avoir la ceinture. Donc il fait bien évidemment référence au main event de l'UFC 248, Adesanya Romero, où Romero s'est incliné par décision unanime. Parole à Rust. Pourquoi? Parce que déjà, il a eu quand même pas mal de chances au titre. Il a eu une chance contre Rockhold, il a eu des chances contre Whittaker, il a eu une chance contre Adesanya. Et il y a toujours un truc qui fait que, bon, déjà, contre Rockhold, il avait loupé le poids. Bon, déjà, ça met pas forcément du bon pied. Contre Adesanya, il a littéralement rien fait. Donc, pareil, ça donne pas forcément envie. On a déjà vu des combattants, en gros, qui ont plein, mais vraiment, mais c'est comme s'ils étaient abonnés, en fait. Ils ont la carte Fitness Park, ils ont tous les title shots qu'ils veulent. On pense, par exemple, à Uriah Faber. Uriah Faber, ouais. Voilà. Mais Romero, c'est un peu ça, sauf que... Et en fait, non, il n'y a même pas forcément de mais, parce que comme les gens l'adorent, et comme il est extrêmement... Enfin, ça dépend des fois, mais il peut être très excitant, comme il peut être chiant comme la pluie, mais on ne sait jamais, et il est quand même terrifiant. Donc, je ne sais même pas si ce sera son dernier title shot, il y a juste des chances, parce que quand même, ça fait beaucoup. Là, ça fait 4, et 2 sur les 4, il a clairement... c'est lui qui a merdé. Donc... voilà, on en est là, en fait. C'est possible, mais ouais, il a quand même fini dans la colle 4 fois, quoi. Après, on n'est jamais à l'abri que s'il y a un turnover, si par exemple Adesanya perd et que c'est quelqu'un d'autre, il y a peut-être moyen que... Tu vois, par exemple, mettons que Costa batte Adesanya, il y aura toujours moyen de vendre une revanche contre Yoel Romero, mais c'est vrai que là ça commence à être compliqué de le ressortir en fait plus, et d'autant même s'il arrive à garder une forme impressionnante pour son âge, il ne va pas en rajeunissant. Donc quand on dit que c'est la dernière, c'est qu'on prend tous ces facteurs en compte. Ouais, et après, il pourrait toujours éventuellement se faufiler en cas de blessure, parce que c'est vrai que la catégorie middleweight, on ne le dit pas assez régulièrement, mais elle n'est pas aussi chargée que d'autres catégories. C'est vrai que Romero, sur ses 4 title shots, il y en a eu 2 où c'était justement des remplacements. Le premier contre Luke Rockhold, ça devait être Whittaker contre Rockhold. Et puis là, c'était normalement Costa. Et c'est vrai qu'à chaque fois, comme c'est le seul qui n'est pas blessé, ça peut éventuellement se justifier. Bien, messieurs, on va passer à la suite. Nous sommes exhaustifs sur cette question-là. Ouais, je crois. Ouais. Je rajouterais juste que c'est vrai qu'en plus, sa dernière performance contre Adesanya confirme un peu ça, parce que s'il avait perdu contre Adesanya dans un match ultra excitant et une guerre incroyable façon Zhang Yonjeche, personne n'aurait été contre de le revoir tenter sa chance. Là, ça va devenir très compliqué de revendre en fait un title shot de Romero.
Surtout que là, la Ouais. catégorie avance, petite parenthèse, messieurs, parce que, donc là, vraisemblablement Costa Adesanya, mais aussi Darren Till contre Whittaker à l'UFC Dublin. Assez intéressant, mine de rien, ce combat-là. Parce que pour les deux, vraisemblablement, c'est title shot direct ou petit Bah, final. pour Darren Till, ouais, d'autant plus que enfin, Adesanya et Darren Till, ils sont à moitié potes. En fait, ils se teasent l'un l'autre par médias interposés, mais ils se parlent en DMs tous les jours, c'est ce qu'ils disaient. Et puis, non, mais vraiment. Et puis en plus de ça, ils sont tous les deux très performants. Et depuis sa montée en Complètement. middleweight, voilà, il a quand même impressionné contre Gastelum, enfin, à mon sens, Darren Till. Donc si Darren Till gagne, oui, je pense que. Ouais, je pense, hein, ce serait title shot. Et si Whittaker, c'est pas si évident, parce que si c'est Ah encore ouais? Adesanya champion, bah, il Quand s'est quand même fait même, battre clairement. c'est vrai. Ouais, je partage l'avis de Rust là-dessus. Oh, vous êtes dur. Vous êtes dur pour ce pauvre Robert Whittaker. Non, et puis surtout, le problème de Whittaker, je C'est pense, qu'il n'est pas très fiable aussi. Mais après, c'est pas c'est de sa ça, pas faute. très actif en fait. Et Mm. donc, les gens oublient parce que même s'il a fait deux superbes combats contre Romero, et encore, les gens vont dire ouais, mais il n'aurait pas dû gagner. Mais on peut tous être d'accord que c'était des super combats. Mais le problème, c'est qu'il s'est passé du temps entre chaque moment. Et puis là, il est revenu, il a perdu contre Adesanya de manière évidente, on va dire. C'était clair et net. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de débat. Donc c'est difficile de se hyper, sauf si éventuellement il met KO Darren Till au premier round, enfin où il fait quelque chose d'exceptionnel en Ouais. fait. Et là, la hype va repartir. Mais c'est les gens, les fans de MMA sont, comment ils ont de l'amnésie rapide. Hein. Enfin, faut pas trop se laisser désirer non plus quoi. Bah, surtout un mec comme Whittaker qui certes a toujours fait le travail hein, dans la cage, mais il a jamais eu cette traction que peut avoir un Israël Adesanya. C'est un peu à la manière de Volkanovski où c'est le gars, bon bah, on va faire des événements pour lui, mais il n'y a pas toute cette horde de fans qui l'accompagnent. Ouais. Question pour Monsieur Polydomso, quelqu'un qui l'apprécie particulièrement. Donc question sur Instagram de www The Creator. Salut l'équipe, je crois en la résurrection de José Aldo pour ce combat contre Henri Cerudo. J'espère en tout cas qu'il nous donnera un beau combat. Je suis d'accord. En fait, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que si bon, déjà, pour commencer, pour être vraiment honnête, je suis un énorme fan de José Aldo, donc c'est pas forcément objectif ce que je vais dire. Je dis ça en introduction parce que sinon on va me taxer de parti pris et ce serait juste. Néanmoins, je pense qu'il a fait il a réussi à cutter efficacement. Il a fait une très belle performance contre quelqu'un qui est considéré comme un des meilleurs des bantamweight, hein, Marlon Moraes. Donc il avait pas à rougir de sa performance. Certains ont même considéré qu'il avait gagné. En tout cas, c'était l'avis de Dana White et c'est pour ça qu'il l'a récompensé avec le title shot, ce qui est assez étrange. Donc il a une courbe qui est un peu similaire à celle de Yoel Romero dans sa montée au titre. C'est qu'on se dit c'est marrant, il a perdu son dernier combat mais il a quand même le title shot. Mais en fait, quand tu regardes le dernier combat, c'est un combat très très serré où il a montré qu'il avait vraiment de super arguments. Et j'ajouterais qu'en plus, dans la perspective d'un match contre Henri Cerudo, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que Henri Cerudo, principalement, c'est, bon, on le sait, un excellent lutteur, un médaille d'or olympique. Je crois que si quelqu'un l'ignorait, maintenant, tout le monde le sait. Et en plus de ça, c'est devenu, par la force des choses, un très bon striker. Il a réussi à adapter un jeu de boxe anglaise avec du karaté, c'est un peu c'est un peu les deux modèles entre ceux qui font du Muay Thai qu'ils adaptent en MMA et puis après le karaté boxing façon Shotokan, c'est un peu les modèles de striking qu'on retrouve le plus en ce moment. Et donc il le fait très bien et il articule bien la lutte et ce style-là de karaté. Donc c'est intéressant dans la perspective d'un match contre José Aldo parce que José Aldo c'est le meilleur pour moi, le meilleur anti-lutteur qui soit dans les petites catégories. Il a enfin, c'est juste stellaire, quoi. Genre, il a vraiment apporté quelque chose dans le game qu'il n'y avait pas avant et je trouve qu'il n'y a personne qui l'égale à ce niveau-là. Dans sa gestion de la défense de takedown, et c'est pas par le mouvement, c'est ça qui est super impressionnant. C'est pas un mec qui te fausse tes distances, qui se déplace complètement et tu vas déclencher ton takedown trop tôt et tu vas être dans la merde parce que tu l'as déclenché un mètre trop tôt et qu'il a pu sprawler ou qu'il a pu sortir de ta ligne d'accrochage. Là, c'est pas ça qu'il fait. C'est que lui, par la gestion, enfin, d'un pur jeu de lutte, il arrive juste à dégager ses hanches avec les Weezer et aussi en donnant juste en cédant en fait le single leg, c'est-à-dire au lieu de prendre un double, bah, il va laisser sa première jambe pour ensuite travailler et ça il le fait
dès qu'il y a un accrochage. C'est-à-dire il a une force et une capacité aussi d'équilibre pour sortir en fait des tentatives de takedown, et c'est très déroutant. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner de voir un des meilleurs lutteurs contre un des meilleurs anti-lutteurs. Et au-delà de ça, je pense qu'en anglaise, Aldo, c'est un des meilleurs aussi, donc très intéressant à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça, moi, franchement, le seul truc que je crains, c'est que peut-être le cutting se passe pas aussi bien que ce qui ne s'est passé contre Marlon Moraes, et peut-être on va avoir une petite déception parce que là encore, José Aldo, il a une sacrée carrière. Il est pas vieux, mais il a des miles derrière lui. Hein. Vraiment, le vieillissement d'un combattant, ça se compte pas vraiment en années. Hein. Ça se compte surtout en termes de combat et en termes de guerre qu'il a dû mener et en nombre de rounds. Et je pense qu'il a du kilométrage. Donc voilà, si Aldo arrive en forme, à fond la forme, qu'il arrive à faire son cutting, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris par Aldo. Vraiment. Ouais, non, mais entièrement d'accord. Sportivement, je trouve que c'est superbe. Moi, ce qui me pose un peu problème, après, je laisserai notre cher Ross répondre, c'est vraiment le fait qu'il soit sur 2 défaites consécutives. Face à Volkanovski, pour le coup, elle était méritée. Beaucoup moins contre Marlon Moraes, mais là, ça fait un peu... Quand on dit que l'UFC, c'est sport et entertainment, là, c'est un peu Dana White qui se dit, bon, bah, alors qu'il y a quand même Aljamain Sterling et Petr Yan qui méritent, à mon sens, le title shot plus que José Aldo qui vient juste d'arriver, qui a fait un seul combat en bantam. Il se dit, bon, bah, ok, il faut un événement au Brésil, il faut qu'on ait un main event qui tienne la round, donc on va mettre José Aldo. Honnêtement, tu vois, s'ils avaient fait le combat directement, j'aurais pas eu de problème, mais là, tu te dis, tu as quand même 2 mecs qui sont ultra solides, qui sont obligés de ronger leurs freins derrière et qui méritent vraiment, tu vois. Et c'est un peu ça qui me pose problème, et surtout, mine de rien, c'est vrai que si José Aldo gagne, ça fera plaisir à Polydomso, ça fera plaisir à énormément de fans, et on se dit, bon, bah ok, où est-ce qu'on va exactement? Et si Henry Cejudo gagne, je pense que la plupart des mecs vont dire, bah ouais, mais en même temps, c'était plus le même José Aldo, ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est un peu ça qui m'embête avec le fait de faire ce combat-là maintenant. Mais sinon, c'est vrai que sur le papier, en tout cas, ça fait saliver. Mon cher Ross, qu'en pensez-vous? Ouais, bah, c'est sûr que ça aurait probablement été un peu mieux, soit qu'ils combattent d'abord Petr Yan ou Aljamain Sterling avant d'avoir title shot. Après, le problème, c'est que c'est pas évident parce que à la limite, si combat il devait y avoir, c'est plutôt entre Petr Yan et Aljamain Sterling. Et Ouais, là, du coup, t'avais un contender légitime. Et après que José Aldo passe, ça m'aurait pas forcément dérangé. C'est vrai que bon, bah là, sur le Wikipédia, sur le Sherdog, bon, bah il y a 2 rouges. Et du coup, il arrive après 2 rouges. Bon, après, en fait, en réalité. C'est contre Volkanovski et Moraes, hein. C'est-à-dire 2 champions. C'est contre Volkanovski, Moraes. Ouais. Puis en plus de ça, en fait, personnellement, je commence à m'accoutumer un peu à ça. C'est-à-dire qu'on a eu Nick Diaz qui a eu le title shot après des défaites. On a eu Yoel Romero. Là, on a José Aldo. Puis, pardon, petite parenthèse. Moi, ça me gonfle ce truc de. Bon, ok, pour avoir une hype pour monter au titre, d'accord, mais le coup de faut être invaincu ou faut pas avoir de défaite, ça me gonfle. À mon avis, c'est de l'immaturité qui vient de la boxe anglaise. Et en fait, ça me saoule vraiment cette histoire parce qu'il y a plein de réflexes que les fans de MMA ont, mais qui viennent de l'anglaise. C'est-à-dire qu'ils sont contaminés par le monde de l'anglaise et qui, en fait, par effet de porosité entre les sports, ils ont les mêmes réflexes. Donc, pour qu'un combattant soit considéré comme un bon combattant, il ne faut pas qu'il ait plus de 5 défaites, parce que sinon c'est un tocard. C'est complètement con, parce que moi je peux te trouver des combattants qui ont une défaite, mais qui ont rencontré personne. Donc ça veut rien dire. Il y a des mecs qui ont genre 10 défaites, mais en fait ils ont perdu que contre des champions. Donc ça n'a aucun intérêt. Et ça vient vraiment de la boxe, et pas de la boxe sportive. C'est de la boxe professionnelle, des trucs de magouille, histoire de, tu sais, genre le côté qu'on n'aime pas trop de la boxe. Et t'as plein de trucs comme ça qui sautent du monde de la boxe au monde de MMA, et ça me gonfle particulièrement. Pareil, le truc qui me rend dingue, c'est pour battre le champion, il faut vraiment battre le champion. Ça, je peux plus l'entendre, tu vois. C'est un truc qui me gonfle à mort. Tu vois, genre, c'est un truc qu'on disait aux boxeurs quand ils perdaient le combat pour le titre parce qu'ils s'étaient fait escamoter par la mafia, tu vois, et tout. On disait, bon, mec, t'aurais dû le mettre KO parce que c'est sûr que les juges, ils allaient pas te la donner, celle-là, tiens. Et là, bon, bref, parenthèse fermée là-dessus, tu vois. Et effectivement, ça fait chier juste avant un title shot d'avoir deux défaites, mais on devrait moins être choqué par ça. On devrait plus regarder la course générale du truc. Enfin, mais t'en fais quoi du coup de ce pauvre Marlon Moraes? Moi, c'est ça aussi, parce que le pauvre mec, donc tu perds contre Henry Cejudo, tu bats José Aldo, et là on me dit quoi? Bon bah félicitations, tu vas te taper Petr Yan au fin fond du Kazakhstan en main event. Ah, ça c'était.
Mais d'un autre côté, si on lui promet le title shot avec une victoire contre Petrian, c'est juste un Dodan. J'espère, parce que le mec, donc là, pour revenir, sa carrière UFC, c'est quand même assez hardcore. Depuis qu'il est arrivé, il s'est tapé Assunção, John Dodson, Sterling, Rivera, Assunção, Cerudo, José Aldo et Layan. Non, mec, c'est comme s'il était champion, en fait. L'allée des snipers de Sarajevo. Ouais, mais c'est exactement ce que je disais, quoi. Il y a des mecs, ils ont des courses au titre où ils ont rencontré personne et t'as Jean Moraes, il galère pour avoir son. Tu sais, normalement, en plus, quand on se remémore le combat contre Cerudo, bon, certes, il le perd nettement, mais sur les premiers rounds, il met une fessée à Cerudo, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être. C'est impressionnant. Peut-être que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu depuis longtemps. Je me souviens bien. Ouais. Complètement. Non, c'est sûr. Pas de bol, Marlon. Pas de bol, Marlon. Surtout que là, non, c'est un scandale. Bon, c'est pas un scandale, faut que je me calme. Mais donc quand on regarde le classement, Henry Cerudo qui est champion, premier Marlon Moraes, deuxième Aljamain Sterling, troisième Petroyan, quatrième Cory Sandhagen que Rust apprécie beaucoup, cinquième Rafael Assunção et sixième José Aldo. C'est vrai que ça. Ouais. En fait, c'est vrai que le truc qui est chiant, c'est qu'en fait, moi je suis d'accord avec toi, Poli, parce que c'est vrai qu'au final, ce qui compte, c'est surtout le combattant, c'est quand on sait les skills qu'il apporte. Et puis même l'excitation des fans. En soi, personnellement, moi, voir ça à Rio, ça me. Mais cela dit, même si je suis d'accord, en fait, simplement pour le côté méritant, c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur, parce que même si je suis d'accord, ça me dérange pas que ce soit José Aldo, parce qu'en fait, on sait ce qu'il apporte et ça va être super. Mais j'avoue que juste pour le côté, il le mérite, il a taffé pour, il a fait ce qu'il fallait, mais on décide quand même de lui mettre un tube en PVC dans les fesses. Tu vois. Enfin, franchement, je trouve pas ça correct, et c'est vrai que ça fait un peu mal de se dire, si tu es combattant dans n'importe quel KT, c'est pas forcément dû à ton mérite. Ça, on le savait depuis un moment, mais maintenant, c'est la preuve par A plus B, quoi. Franchement, ça me fait un peu mal au cœur quand même pour Marlon. Ouais, non, mais c'est clair, pour Marlon, c'est regrettable. Encore que je pense que s'il avait mis KO José Aldo, il n'y aurait pas eu de problème. Ouais. La revanche, il l'avait, quoi. Enfin, mais c'est vrai que c'est regrettable. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas une fleur qui est faite à Aldo du tout. Hein. Ceux qui pensent ça, à mon avis, se trompent. Je pense que c'est parce que les gens qui connaissent. Clairement sur ce combat-là. Parce que... Ouais, non, mais les gens qui connaissent Dana White savent qu'il n'aime pas trop Aldo, et généralement, il a la rancune tenace, le papy Dana. Donc, c'est pas cool. Moi, je pense que c'est juste pour. Je pense que les gens ne donnent pas beaucoup de chance à Aldo, en fait, de gagner ce match-là. Et je pense que c'est juste pour étoffer un peu plus Cerudo, qui aura battu le champion des flyweight, le champion des bantam et un ex-champion des featherweight. Et c'est juste pour vraiment le triple C, tu vois, genre le milqué à mort. Et moi, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup, et que peut-être je suis de mauvaise foi, je le reconnais, je suis sûrement de mauvaise foi sur ce title shot qui n'est certainement pas mérité sur les derniers combats d'Aldo. J'ai essayé de faire un peu l'avocat du diable, je fais mon mea culpa. C'est clair que arriver avec 2 défaites, c'est pas défendable vraiment. mais moi, j'aime bien en fait cette histoire, parce que ça me ferait vraiment mourir de rire qu'Aldo batte Cerudo, quoi. Juste tout ce qui peut faire chier Dana, et tout ce qui peut faire chier le plan machiavélique, tu vas tirer 10 ficelles, le billard à 3 bandes et tout. J'adore quand la machine se grippe. Moi, c'est un truc c'est mon côté anard un peu. J'aime bien quand la machine se grippe, quand il y a le petit grain de sable qu'on n'a pas prévu. Ça me fait marrer. Et Aldo qui devient champion des bantam, ça me ferait vraiment marrer pour le coup. Donc, parce que là, c'est vrai que je pense que c'est vraiment le pire possible pour l'UFC. Le mec ne parle toujours pas anglais, ça fait 15 piges. Le mec n'a pas pris une seule leçon sur Duolingo. Donc, il parle toujours pas un mot d'anglais. Il n'est pas forcément vendeur au niveau de l'excitation qu'il apporte, que ce soit en conférence de presse ou à l'extérieur. Et c'est pas un mal, hein, en tant qu'être humain, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai qu'en tant que machine entertainment, pour l'UFC, c'est le pire possible. Donc, mais en tout cas, l'histoire serait magnifique, par contre. Oui, un double champ, parce que vraiment là, en fait, comme on l'attendait même pas au title shot, on se rend même pas compte que ça peut donc être un des, je crois que il y en a pas encore eu 5, je crois, double champ dans l'histoire de la catégorie, de l'organisation. Ce serait marrant que ce soit comme ça, que ça arrive un peu genre par hasard, et on n'y pensait pas vraiment, mais ça arrive, quoi. Surtout alors qu'il était quasi laissé pour mort après sa défaite contre Volkanovski. Enfin, franchement, ce serait très beau. Messieurs, et petite transition aussi parfaite avec la prochaine question. Je pense aussi que le title shot accordé à José Aldo, c'est
du fait du calendrier UFC, comme ils doivent avoir ce pay-per-view à Rio, entre mettre Marlon Moraes contre Henry Cejudo, où vous n'êtes pas sûr de remplir la salle, et José Aldo contre Henry Cejudo, qui n'est pas non plus, ok, c'est Triple C, on se marre quand même, on dit que c'est le King of Cringe, mais qui n'a pas non plus aujourd'hui une image qui fait qu'il peut remplir une salle de 20 000 places. Je pense que l'UFC, ils se sont dit, bon, faut quand même qu'on vende un peu de billets, donc on va mettre ce mec-là en main event. Surtout que c'est quoi? Le co-main, c'est Felicia Spencer contre Amanda Nunes. Donc là aussi, voilà, regardez la tête. Regardez leur tête, voilà. Je devrais pas. En plus, c'est Amanda Nunes, donc on est content quand elle combat. Oui, non, mais complètement. Mais après, tu vois, tu vas pas payer pour une exécution. C'est co-main en plus, donc ça fait un peu chier. Ouais. Enfin, donc la question de Oko Ténet sur Instagram, petite question, c'est surtout à Rust, parce que c'est surtout Rust qui grogne là-dessus. Pourquoi grogner contre l'UFC qui ne fait pas des énormes cartes, mais qui distribue 1 ou 2 main events sur chaque? Pour nous, en tant que fans, ça ne change rien au nombre de combats sympas qu'on a à la fin du mois, et ça fait qu'on a une carte chaque week-end. Ce n'est pas bien? Ce n'est pas bien, Rust? On n'est pas foué, je trouve. Olivier. Franchement, en fait, le truc, c'est que premièrement, ce qui m'énerve, moi, c'est que c'est purement calculatoire et c'est l'UFC qui fait ça uniquement pour faire plus de bif aux dépens des fans. Donc rien que déjà, dans l'esprit, déjà, ça m'énerve en fait. Parce que c'est le fait qu'ils ont un roster qui est beaucoup trop grand. Du coup, ils foutent des combats dont je suis pas sûr que Olivier est vraiment... C'était Olivier, je crois. Oui, vraiment quelque chose à foutre de l'undercard préliminaire d'un Fight Night, tu vois. Vraiment... Il y a vraiment des fans hardcore, on en fait partie, mais ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime surtout, c'est voir ce qui se fait de mieux. Voir une ouverture de carte sur un UFC Oklahoma, enfin, tout le monde s'en bat les steaks en fait. Et le problème, c'est que c'est bien de remplir pour avoir chaque semaine, et l'UFC le fait aussi, parce que du coup, avec les gates, ça leur fait énormément de bif, parce que quand ils vont remplir un stade, même si c'est que 7000 personnes, eh ben, ils se font quand même pas mal de bif, plus du coup les rediffusions TV, ils font ça uniquement pour milquer, et en fait, c'est ce qui me déplaît beaucoup. D'autant plus que moi, personnellement, en tout cas, je préférais avoir moins de cartes, mais qu'elles soient plus étoffées, parce que l'excitation serait bien plus grande que... je pense même que ça ravirait plus les fans, parce que du coup, il y aurait beaucoup plus d'excitation sur chaque événement, plutôt qu'une moitié d'excitation demi-molle sur tous les events. Et franchement, c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu, en fait, parce que je me dis, bon, c'est calculé, ils font ça uniquement en termes, c'est purement mercantile, et au final, on s'y retrouve pas forcément en tant que fan, puisque c'est dilué, en fait, l'excitation est diluée à chaque événement. Et voilà, enfin, les grosses main cards, moi ça me manque, hein, les main cards à 5 combats de ouf, ça me manque vraiment en tant que fan. D'autant que je rajoute le petit aléa quand tu fais cette stratégie-là d'exploser tes cartes, c'est que si jamais il y a un des 2 combats titres qui sautent, mais ta carte après c'est le purgatoire, quoi. Vraiment, et ils ont eu de la chance l'UFC mineur, parce que depuis qu'ils font ça avec le deal ESPN, il n'y a toujours pas un main event qui a sauté. Ils ont du bol. Ouais. Franchement, ils ont du bol, parce que quand tu regardes certaines gueules, même pas des prélims, hein, mais juste des cartes principales. Il y a quelques semaines, on a quand même eu Diego Sanchez, Michel Pereira en co-main event. Ouais, Diego Sanchez. Ce matin, ça pique les yeux. Ouais, non, mais c'est clair. Et d'autant que moi, je trouve que ça rend pas service en fin de course à long terme à l'UFC, parce que l'UFC, quand même, un de ses arguments de vente, c'est de dire on est la meilleure organisation, c'est là qu'il y a le meilleur niveau. Mais tu vois, c'est impossible d'avoir un niveau élite sur tous les combats d'une carte. Même à la limite, je veux bien que tu vois, il y a des mecs qui soient super bons, mais pas trop connus. Ça arrive, tu vois, il y a des gens, il y a eu des super combats, là, par exemple, sur la dernière carte, des mecs qui n'étaient pas des masses connus, on va dire, par les casual, enfin, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais voilà, mais qui se battent bien. Ouais. C'est n'importe quoi, le snob et tout, bref. Mais en revanche, il y a des combattants, ils ont pas le niveau, quoi. Et genre, moi, je trouve ça horrible, tu sais, tu sais, quand tu regardes dans la même soirée. Enfin, ça pique encore plus les yeux, quoi. C'est vraiment la saleté sur le meuble blanc, tu vois, parce que ça ressort encore plus, parce que quand tu vois des mecs qui... Alors, le pire, c'est quand tu vois des mauvais heavyweights et que juste après, t'as genre des featherweight élites qui combattent, et là, tu fais, oula, qu'est-ce que j'ai regardé juste avant, quoi, tu sais, genre... Et c'est bon, c'est regrettable. C'est regrettable. Bon, après, je pense qu'il faut être honnête, Rust. Il faut faire notre autocritique. Je pense que nous, on a commencé à regarder le sport, on commence à être des vieux cons, tu vois. On a commencé à regarder le sport où il émergeait, où il était ultra généreux.
Parce que pour émerger, fallait montrer que t'en voulais, quoi. Et donc, ils nous faisaient des super cartes. On a regardé, bon, on n'a pas regardé en direct, mais on a regardé le Pride et tout, et les tournois et tout ça. Et c'était un modèle ancien, en fait, quelque part. Et c'est pour ça, nous, c'est notre valeur de référence, c'est notre maître étalon pour les orgas de MMA. Mais je sais pas si c'est un plan de business qui peut être tenu, tu vois, d'avoir tous les combats sur une carte et ensuite tu sais, genre comme le Rising, et de rien avoir pendant le reste de l'année, c'est pas possible, surtout pour un truc comme l'UFC. Donc je pense qu'en fait, on est un peu influencé là-dessus, un peu nostalgique, un peu vieux con. Tu sais, c'est un peu comme les mecs qui te parlent du rap des années 90 comme s'il n'y avait rien eu qui avait égalé ça derrière. Tu sais. En fait, c'est pas le rap qui était mieux dans les années 90, c'est toi, ma gueule, qui était mieux dans les années 90, quoi. C'est tout, tu vois. Et bah oui, faut le reconnaître. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai senti quand j'ai vu les premiers events de MMA, ou même que je regardais RTL 9 en taupe, bah, ça me donne vachement de joie, même si le niveau de MMA il était inférieur à ce que je vois aujourd'hui, et s'il y a une moins grande offre, en étant tout à fait honnête. Mais ce que j'ai ressenti au niveau de la dopamine et des hormones à l'intérieur, bah, ça m'a chatouillé un peu plus qu'aujourd'hui, quoi, c'est sûr. Mais bon, faut être un peu plus, on va dire, réaliste et critique envers nous-mêmes, je pense, là-dessus. Il y a ça, et puis c'est vrai que, en réalité, on gueule parce que évidemment, on voudrait des cartes chargées, évidemment, mais en réalité, c'était inévitable. Et c'est là où je te rejoins, et je pense que Guillaume, t'étais parfaitement sur la longueur d'onde. C'est que c'était absolument inévitable, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça aurait pu continuer à être rentable si l'UFC avait continué à faire son vieux modèle, c'est-à-dire que des grosses cartes avec que des gros noms. Ça aurait pu être rentable, mais s'ils voulaient vraiment exploser comme ils l'ont fait et devenir le 4e sport aux States et avoir des deals avec ESPN, eh ben, ils étaient obligés de proposer un truc chaque semaine, ils étaient obligés de proposer un truc comme ça. Donc en fait, c'est énervant, mais non seulement c'était inévitable, et au fond de moi, je peux même pas leur en vouloir, parce qu'en réalité, tout le monde aurait fait ça, quoi. Tout le monde aurait pris ce chemin-là, parce que voilà, c'est ce qui permet d'avoir ce sport est tel qu'il l'est aujourd'hui, quoi. Et même pour les combattants, tu vois, parce que c'est vrai que quand tu as des grosses cartes aujourd'hui, par exemple, tu vois, Edmen Shabazian qui a combattu à l'UFC 244 contre Brad Tavares, il a été... Enfin, il était, je crois, au début de la main card ou sur les premières, donc les gens n'ont pas vraiment parlé. Nous, on en parle parce qu'on est vraiment des fans hardcore, mais quand tu regardes, par exemple, ce qu'a fait l'UFC quand Adesanya a affronté Brad Tavares, il avait mis main event de la finale du TUF. Donc du coup, les gens commencent direct à se dire « Ah putain, Israël Adesanya, c'est quand même un gros truc et tout ça ». Donc c'est vrai que même pour leurs prospects, et puis avec le calendrier qu'ils ont, c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que ça t'évite ce côté, t'as un mec qui pop-up, et puis du coup, l'UFC est obligé d'activer toute la com. Là, les gens les connaissent un petit peu. Mais bon, c'est vrai que du coup, on se retrouve avec des cartes qui sont un peu flinguées. Non, mais à la rigueur, ce qu'ils pourraient faire, mais en fait, c'est ce qu'ils font déjà, tu vois. C'est juste que nous, on en demande toujours plus, on est insaciable. Et les gens qui me connaissent savent que je prends pas la défense de l'UFC tout le temps. Il y a des trucs qui me gonflent aussi dans leur façon de faire. Mais il y a toujours un moment où ils vont nous proposer une carte qui envoie quand même du bois, quoi. Donc en fait, ils ont le modèle, mais ils gardent quand même à certains moments il y a des convergences, il y a des UFC où tu as 5 ou 6 combats qui valent vraiment le coup, et c'est énorme. Mais en fait, nous, on voudrait que ce soit tout le temps comme ça, mais c'est pas possible. Une vraie grosse carte, parce que ça fait très longtemps, mine de rien, mon cher Polydomso, qu'on n'a pas eu une carte où, en gros, t'avais pas de... Quand je dis une vraie grosse carte, c'est pour moi la dernière, c'était l'UFC 200, dans le sens où tu vois, t'as un main event où t'as les deux mecs qui... Quand t'as un main event où t'as les deux mecs où tu sais que les deux gars prennent plus d'1 million. Là, tu vois, ces derniers temps, par exemple, l'UFC 245, elle était chargée, c'était là qu'il y avait la guerre des Bantam, mais en main event, c'était Kamaru Usman contre Colby Covington, donc deux mecs qui coûtent pas très cher. Donc nous, on aime bien parce qu'elle est chargée, mais t'as pas un main event où tu te dis, ok, il était dingue le main event, mais sur le papier, tu te dis pas, c'est le pay-per-view de l'année, il faut que je regarde absolument ça. Et ces derniers temps, l'UFC, chaque fois qu'il y a des cartes chargées, tu sais que le main event, il aura pas coûté très très cher, quoi. Ouais, certes, mais après, moi, je sais pas, je trouve que il y avait la carte aussi. Bon, ça remonte déjà un petit peu, hein. Là, je perds un peu la notion du temps, mais le retour de Georges Saint-Pierre contre Bisping, la carte, elle avait de la gueule. Oui, c'est vrai. Bah, oui. Ouais, c'est vrai que c'était. Après, c'est New York. Parce que c'est vrai que l'UFC 205 aussi, le premier qu'ils avaient fait au Madison Square Garden, était complètement dingue. Mais ouais. Enfin. Ouais, non, mais bon, faut pas. On est très exigeant. On en demande toujours plus, quoi. C'est ça le truc. Et on veut toujours plus. Tu sais, on s'accoutume. C'est comme les drogués, quoi. Il faut une dose un peu plus forte à chaque fois, quoi.
Non, et puis surtout, on le dit à chaque fois, c'est aussi ce fameux deal ESPN qui fait qu'aujourd'hui, l'UFC n'a tout simplement plus besoin de mettre des grosses cartes pour récupérer le bif parce qu'ils ont la garantie de vendre. Enfin, l'ESPN les paye l'équivalent de 500 000 pay-per-view à chaque événement. Donc, à part clairement faire plaisir à ESPN, ils n'ont plus aucun intérêt à faire des grosses cartes. Donc, bah non, voilà. De toute façon, nous on regarde et puis on la ferme. Alors, question de Dago 1390, mon cher Polydomso. Yo les mecs, je vous ai écrit à chaud, là, juste après le combat de John Jones, elle date du 9 février, cette question. Le résultat est et je me doute que vous allez le décortiquer tranquillement. Moi, je voudrais connaître votre avis sur une éventuelle montée en heavyweight du champion, car là, quand on voit comment Reyes a physiquement dominé Jones en clinch, je me demande si c'est judicieux pour lui de monter. Aura-t-il la puissance nécessaire? Point d'interrogation. Peace, fin de la question. Polydomso. Bah, c'est la question qu'on s'est posée pendant, je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans. Ça fait combien de temps qu'on se demande s'il peut monter, s'il doit monter, honnêtement, je sais pas. Je sais pas si le combat contre Reyes est un révélateur dans le sens où en fait c'est pas un combat de poids lourd quoi. Il a pas fait la préparation il s'est pas mis en tête qu'il soit dépassé, encore que j'ai pas trouvé qu'il était dépassé physiquement, je prends des parenthèses parce que là les mecs vont sortir les guns en face quoi. Mais physiquement je l'ai pas trouvé et je l'ai pas trouvé dépassé quoi. Il y a des moments où tu vois, par exemple, pour moi dépassé physiquement c'est Dan Anderson contre Daniel Cormier, où on voit là carrément, ils sont dans la même catégorie, mais tu te dis merde, en fait, là t'as Obélix qui joue avec les Romains, quoi. Tu te dis c'est trop bizarre. Pourtant Anderson, c'est un des mecs les plus forts qui soit, il est légendaire là-dessus, mais là pour le coup c'était révélateur. Là c'est plus en fait John Jones qui a déçu parce qu'il n'a pas été capable d'amener au sol, il n'a pas été capable de dicter son jeu, mais c'est pas non plus Reyes qui l'a baladé de gauche à droite comme une poupée de chiffon quoi. C'est pas ça qui s'est passé, donc je sais pas. En plus Reyes c'est un vrai light heavyweight, c'est un athlète, on le répétera jamais assez, il y a pas mal de heavyweight c'est un athlète. Ouais, non, c'est ça. C'est le meilleur athlète qu'il ait jamais rencontré, John Jones. Non, il y a pas mal de. Faut que les gens comprennent que c'est pas parce que tu fais 130 kilos que tu sais bien contrôler ton corps et que tu. Enfin, je veux dire, là, j'enfonce une porte ouverte, mais t'as plein de mecs en poids lourd qui ont pas du tout la technique et qui peuvent se faire dépasser même par John Jones, même par cette version de John Jones. Hein. Moi, je pense que faut. Enfin, tu vois un truc, un bon exemple de ça, le combat. C'est Fedor contre Bigfoot Silva. Ah, donc c'est même pas un combat que Fedor gagne, mais dans le premier round, t'as pas mal de fois où Bigfoot Silva il essaie vraiment de rentrer en force et il est beaucoup plus lourd que Fedor. Et Fedor, c'est pas un athlète du niveau de John Jones en termes athlétiques. Hein. Donc, et juste Fedor sur la technique et sur l'équilibre, il arrive pas, enfin, il lui laisse pas le takedown, il se fait pas maîtriser debout. Après, il se fait timer en début de deuxième round sur un over right hand, et donc après c'est une autre histoire. Mais genre, juste pour te dire que il y a un niveau de technique en fait que tu peux avoir, qui peut te permettre de compenser, je pense, et plus on monte dans les catégories du dessus, plus la technique va avoir un effet en fait et va jouer beaucoup, je pense, surtout sur les phases de grappling, de clinch et dans ces domaines-là. Et je pense qu'un mec comme John Jones, il a largement de savoir-faire pour surprendre beaucoup de gens heavyweight. Peut-être pas pour être champion, ça j'en sais rien. Franchement, j'ai pas ma boule de cristal. Mais ceux qui ne prend aucun risque. On sait très bien que s'il monte en heavyweight, il va pas se taper Tanner Bowser. Ce sera directement contre. Ah bah oui, non, mais c'est vrai. Bon, c'est vrai que ce sera directement contre. Quand même. Alors, faut se fouiller. Ah bah alors, effectivement, si c'est contre Francis Ngannou, il risque d'y avoir un problème au niveau du physique. Je pense. Là, vous pouvez oublier tout le chapitre que j'ai dit sur la technique avant, parce qu'il y a quand même des limites, faut pas déconner. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même beaucoup de trucs qu'il peut faire valoir. Et c'est pas parce qu'il a galéré contre Dominique. Enfin, j'aime pas trop en fait le raisonnement de mathématiques MMA. Je trouve que c'est pas un raisonnement qui est valide. De dire il a galéré contre lui, donc forcément il va perdre. Il a perdu contre lui, donc il va faire ça. Ouais, non, c'est clair. Donc moi je pense qu'il a toutes les chances, honnêtement. Bon, et Russ qui prend un petit peu plus de risques. Alors John Jones contre Stipe Miocic. Bah, je mettrais Jones, mais pas non plus parce qu'il serait forcément dépassé physiquement.
mais parce qu'au niveau du style, je pense que c'est vraiment pas un bon deal. Que ce soit en anglaise ou que ce soit parce que je pense qu'il aura du mal à surprendre Miocic dans les transitions, etc. Bah, C'est un des plus techniques, Miocic. Hein. Là, ça ouais. contredit totalement mon point de vue, parce que parmi les heavyweights, c'est un des plus complets. Quoi, Ouais. Donc j'ai beaucoup de mal à voir John Jones dépasser Miocic, très honnêtement. Et j'ai beaucoup de mal à le voir... à réussir à mettre Miocic dans des situations de danger telles que ce sera soit un TKO ou une soumission. Je le vois pas, j'arrive pas à le voir en fait. Donc je pense qu'il pourrait battre beaucoup de heavyweight. Pourquoi pas Francis Non, bon, il pourrait battre beaucoup de heavyweight, mais peut-être Francis, de toute façon, s'il monte, ce sera soit Stipe, soit Francis. Moi, il y a un combat que j'aimerais beaucoup. Honnêtement, après la trilogie contre Cormier, c'est ça aussi. S'il bat Cormier, je pense qu'il sera dans un sale état. Et ils peuvent très bien, l'UFC, ils peuvent très bien dire, t'as Cormier-Miocic qui se fait en août. Miocic s'impose un peu ric-rac en y laissant des plumes. Et puis en novembre, ils font Jones contre Miocic. Et là, t'as un Miocic qui est... Pour les stockades. Exactement. Il est facile, tu vois, genre Jones se le bat. Après, t'entends plus jamais parler de Miocic et c'est bon, quoi. Ouais. Moi, il y a un combat que j'aimerais beaucoup voir, mais qui ne se fera probablement jamais parce que c'est un problème de chronologie. En fait, c'est Cyril Gane contre John Jones. Je pense qu'en termes de technique, parce que Cyril Gane en striking, comme il bouge beaucoup, qui fait énormément de déplacements latéraux, et on a vu que ça emmerdait prodigieusement John Jones, et qu'il a une technique de kick, je pense, supérieure à celle de John Jones. Ouais. Je serais super curieux de voir ça. Vraiment très intéressé par ça. Ça n'arrivera jamais, mais c'est un combat très compliqué, c'est clair. Qui me fait de l'œil. Faudrait qu'en fait Cyril Gane il active le mode Blitzkrieg et qu'il rafle le titre. Je sais pas comment ce serait possible physiquement, à la mais fin de l'année. Fin de l'année, faudrait qu'il fasse ça et qu'il y ait un peu et que de son côté John Jones soit pris la main dans le sac d'un truc qui le paralyse pendant 3-4 mois, tu vois, le genre d'événement dont il a le secret. et puis après on fait ça. Mais sinon c'est impossible que ce combat se fasse. À suivre. Mon cher Rust, je vais vous laisser répondre à cette question parce qu'avec Polydomso, nous ne voulons pas prendre de risques et nous mettre toute une communauté ado, alors que nous connaissons tous la réponse. Question de Valentin. Salut les gars, je ne suis pas un fin connaisseur du sol, mais j'ai l'impression, au vu des combats de Khabib, que le JJB est inefficace par rapport à la lutte. Le JJB me semble être trop statique, contrairement à la lutte que pratique Khabib, et qui semble prendre en compte tous les aspects qui composent un combat de MMA. C'est tout de même étonnant de voir autant de ceintures noires en JJB se faire humilier ainsi. J'attends votre avis. Merci pour votre travail, Valentin. En fait, le truc, c'est que en vérité, parce qu'on se souvient par exemple, donc Roger Gracie, qui est un des meilleurs pratiquants de jiu-jitsu brésilien de l'histoire, mais vraiment de l'histoire, même du jiu-jitsu brésilien, hein, pas que du MMA. Et un des combats qui a été vraiment charnière, c'est quand il a affronté Tim Kennedy. Et je sais qu'on l'avait déjà évoqué dans le podcast, il fut un temps, mais ça a été vraiment révélateur. Parce que du coup, ce qu'on a vu, c'est qu'en MMA, c'est même pas forcément qu'une histoire de frappe ajoutée, c'est une histoire vraiment de... Quand tu as un lutteur qui est vraiment de très haut niveau, il est capable de geler les positions sans forcément prendre de risques et de gagner un combat comme ça, en fait. Et c'est pas forcément que le JB, évidemment que non, ça n'est pas que le JB est inefficace, mais c'est vrai que quand les lutteurs ont un certain... il y a deux trucs, il y a évidemment leur niveau technique, c'est-à-dire qu'ils sont quand même accoutumés au JJB, ils sont capables de voir ce qui arrive, et ils ont une telle maîtrise de leur propre discipline qui est la lutte, et de la maîtrise des corps, des membres, etc. Les transitions surtout. Des transitions, et ajouter à une puissance physique, parce que généralement, c'est vrai que... tu as un certain morphotype. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui sont des phasmes, c'est clair. Donc, généralement, un gros lutteur, c'est un mec qui est galbé comme Khabib ou comme Tim Kennedy. Mais c'est vrai que ce genre de morphotype, plus une très, très grosse technique, ça rend le JJB généralement vraiment compliqué pour ce qui est des finitions et pour ce qui est vraiment de la dangerosité du gars qui est mis sur son dos, parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, inefficace, bien sûr que non, mais à partir d'un certain point et d'un certain niveau du lutteur duquel on parle, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué de surprendre et ou de ne pas se faire
dominer, en tout cas dans les positions et dans les transitions, quoi. On sent que M. Prudhomme sort vite. Non, mais moi je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a aussi ça dépend de ce qu'on entend par JGB. Tu vois, si tu me dis on prend un combattant qui est ADCC, il n'arrive pas à soumettre. Il n'arrive pas à se soumettre dans un combat de MMA un très bon lutteur, c'est normal, j'ai envie de dire. Parce que les combattants de JJB, ils rencontrent d'autres combattants de JJB. Donc ils ont l'habitude de se parer contre ces gens-là, et les règles du JJB, c'est pas les mêmes que celles en MMA, ça j'apprends rien à personne là, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas les mêmes objectifs. Ton but, ça va pas forcément être de contrôler quelqu'un, ça va être d'essayer de maximiser en fait les positions dans lesquelles tu vas pouvoir déclencher une soumission ou une tentative de soumission, et c'est ça qui va être récompensé. Donc tu vas devoir prendre des risques, tu vas devoir prendre des positions qui sont pas forcément stables, et donc tu vas pas pouvoir geler des positions. Et donc toi, tu as l'habitude de combattre avec plein d'autres gens qui font ça. Donc en fait, ta bibliothèque de réactions que tu vas créer en fait par rapport à certains mouvements, elle se fait par rapport à des mecs qui obéissent aux mêmes règles que les tiennes. À partir du moment où tu vas combattre un gars qui fait du MMA, lui, son but, c'est de te maintenir le plus longtemps au sol et de t'allumer en fait à ce moment-là, et peut-être de passer les positions et de gagner du temps en fait, et pourquoi pas d'utiliser la cage. Donc il a toute une autre façon de faire, et lui en revanche il aura sparé avec des gens qui viennent du JJB, donc il sait c'est quoi leur truc, leur façon de faire. Est-ce que toi, si tu viens du JJB fraîchement arrivé et que tu te retrouves contre un mec, bah, c'est un peu l'avantage qu'ont les fausses pattes en striking, c'est-à-dire que les fausses pattes, ils ont l'habitude de tout le temps sparer avec des droitiers, alors que les droitiers, ils n'ont pas trop l'habitude de sparer avec des fausses pattes. Donc les fausses pattes ont un petit avantage. Mais là, c'est un peu pareil. Les lutteurs de MMA qui combattraient un mec qui serait, je sais pas, fraîchement ceinture noire de JJB, qui est un cador en JJB, mais qui est pas ultra bon en JJB de MMA, bah, il va se faire fumer, quoi. Mais c'est même pas, c'est évident qu'il va se faire fumer. En revanche, si tu prends un mec qui a fait du JJB de haut niveau et qui en plus l'a intégré au MMA, il peut tout à fait soumettre des mecs. On l'a vu là avec Charles Oliveira qui a soumis Kevin Lee, et je pense tu prends un mec comme Mansour Barnaoui par exemple, qui est pas c'est pas un champion d'ADCC, mais c'est un mec qui a fait du JJB en MMA, et je pense que il a un meilleur JJB MMA que beaucoup de ceintures noires de JJB. Et il peut surprendre énormément de lutteurs de MMA, parce que lui, à mon avis, il a dû s'entraîner avec beaucoup de lutteurs, il en a rencontré beaucoup, et donc il connaît leurs habitudes et leurs petits tricks, et il a trouvé des réponses par rapport à ça. Et moi, en fait, je suis très curieux, je pense qu'il va y avoir un renversement de paradigme. On l'utilise souvent, cette expression, et on en parle souvent, parce que je pense qu'il y a eu la technique là, de la lutte contre la cage, elle va être comprise, elle va être exploitée. À un moment, là, c'est pas possible, il y a trop de gens qui commencent à l'utiliser. Ce que fait Khabib, ce qui est exceptionnel, parce que c'est vraiment lui qui l'a maîtrisé à un point. Enfin, tu vois, c'est l'avant-garde, quoi. Il a avancé, et là, il y a plein de gens qui essayent de le copier. Je regardais le combat Krylov-Walker. Krylov, il faisait le truc de Khabib là, avec le triangle des jambes et tout, il a utilisé ça. Donc c'est vraiment en train d'essaimer, tu vois, il a vraiment influencé énormément de combattants avec sa façon de faire. Donc du coup, il va y avoir une réponse, parce que les gens ils vont pas essayer de battre Khabib sur son terrain, quoi. Ils vont se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre par rapport à ça, et de dire le JJB c'est mort, ça sert à rien, c'est une connerie. Enfin, je le dis honnêtement, hein. Je veux dire, ceux qui pensent comme ça, c'est les mêmes qui pensaient que les Allemands, ils allaient pas passer par les Ardennes, tu vois. C'est parce que non, c'est infranchissable, quoi. C'est infranchissable. Non, bah non. Il y a un moment donné, il y a un mec qui va apporter un truc que tu n'auras pas prévu, parce que lui, il aura réfléchi et il va répondre à ta façon de faire. Donc, faut pas être dogmatique dans sa vision. Il y a des choses intéressantes à prendre partout. Et moi, je suis désolé, mais genre là, pour le moment, la lutte contre la cage, essayer de se relever contre la cage, de faire du scouting un peu comme Dustin Poirier, bah ça fonctionne pas. Donc peut-être que justement une approche plus JJB oriented, mais avec un savoir-faire de MMA, ça va être très intéressant. Et je pense que le match Tony Ferguson-Khabib va être très révélateur à ce niveau-là. Je dis pas que Tony Ferguson va gagner, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que s'il y en a un qui peut montrer des armes par rapport à ça, et qui va, je pense, en surprendre beaucoup à ce niveau-là, bah c'est lui. Parce que en réalité, Khabib, Khabib ou d'autres n'ont pas rencontré beaucoup de gens qui ont développé cette stratégie-là de se dire bah, je vais rester sur mon dos et je vais vraiment essayer de bosser à partir de mon dos. Je vais essayer de bosser pas contre la cage. Je vais pas essayer de faire ça. Il y en a très peu qui ont fait ça. Et il y en a un qui a fait ça contre Khabib, par exemple. Bon, il s'est fait rouler dessus, hein, parce qu'il n'avait pas le même niveau que Khabib. C'est Abel Trujillo. Donc, c'est le record du nombre de takedowns. Subi, 14. 21 takedowns. 21, je crois, un truc comme ça. C'est aberrant, quoi. 21 takedowns subis, mais ça veut dire qu'il s'est relevé 21 fois, quoi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Enfin, j'exagère, tu vois, mais parce qu'il a utilisé plein de... Bon, il avait pas le niveau, il s'est fait rouler dessus, donc c'est pas un très bon exemple. Mais je veux dire, il a utilisé plein de trucs qu'on n'avait plus. Par exemple, non, d'accord, il se marre. Mais genre l'utilisation du grand bi, par exemple. Quand quelqu'un t'attrape, tu fais une espèce de cabriole en te jetant pour utiliser l'inertie pour te relever. Il l'a fait au moins 3 ou 4 fois, tu vois. Alors que je suis sûr, tu dis ça à l'entraîneur de
tu dis ça à Javier Mendez, vous avez pas peur du Grand B? Il va te dire non, c'est de la merde, ça marchera jamais, tu vois. Mais faut pas être dogmatique, faut pas dire ça marchera jamais parce que moi je pense qu'il y a plein de trucs qui sont très efficaces, qui sont pas encore bien utilisés. En fait, le problème c'est qu'on a le cliché, tu sais, du ceinture noire de JJB, mais en fait qui vient de commencer en MMA, quoi. Et donc qui se fait fumer la gueule. C'est comme si tu. Et puis il y a tout cet aspect des projections aussi qu'il y a, mine de rien, en lutte et en judo et qu'il n'y a pas en JJB. C'est vrai, quand tu es debout, faut quand même que tu arrives à mettre le mec au sol ou te retrouver dans une situation où tu peux utiliser ton JJB. C'est vrai que là, je pense, à mon avis, que Valentin ne voulait pas être si violent envers le JJB, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la lutte, quand tu as une cage, quand tu as les règles qui sont celles qu'elles sont actuellement à l'UFC et tout ce que t'apporte la lutte, on va dire, t'as un petit peu plus d'armes que si tu arrives avec ton JB. Mais je pense que, de toute façon, Polydomso et Rust sont parfaits à ce sujet-là. De toute façon, on est obligé, pour être bon en MMA et surtout à l'UFC, quand on a des grosses ambitions, d'avoir aussi tout ce panel au sol en JJB, et notamment tout ce qui est soumission. On voit aujourd'hui, tu as énormément de combattants, même Adesanya, qui va tenter, par exemple, de soumettre un Gastelum. Ouais, non, c'est clair. Et puis en plus de ça, je te dis, c'est même pas forcément. Il y a par exemple. Je vais arrêter après parce que je pars en monologue, mais il y a un truc qui passe presque plus aujourd'hui, c'est les Kimura. Les Kimura, franchement, sur ton dos. Tu t'appelles Ngannou. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Bon, c'est pas du mec. Bon, à part si t'as la force d'Obélix, tu vois, à part si t'es dans ces conditions-là, généralement, la Kimura, tu vois, sur son dos et tout, elle passe presque plus, quoi. Parce que les gens, ils voient venir le truc à 10 000 km, tu vois, ils la sécurisent plus. En revanche, un truc qu'on n'utilisait pas à l'époque pour la Kimura, qui était qu'on concevait comme une technique de finition, maintenant c'est devenu une technique de transition. C'est-à-dire tu menaces sur la Kimura, le mec essaie de sortir et là tu le sweeps. Et ça tu le vois plusieurs fois. Et notamment, je crois Rafael Dos Anjos contre Kevin Lee, notamment l'a fait en défense de takedown. Donc il y a des trucs qui sont peut-être à utiliser à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'avant la Kimura c'était une attaque et une soumission, tu vois, à partir de son dos pour terminer le combat. Maintenant, c'est plus le cas, c'est plus utile parce que les gens ils voient venir le truc à 10 km, mais ça peut te servir dans une autre utilisation. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Il y a plein de techniques sur le dos qui, effectivement, tu vas pas mettre un triangle comme ça d'entrée de jeu à un lutteur qui s'entraîne depuis des années, c'est pas possible. En revanche, le faire à la façon Paul Craig, menacer sur un sweep pour ensuite t'attaquer en triangle, c'est très intéressant. Et je pense que c'est là où le sport va gagner en finesse parce qu'à force de réponse, de contre-réponse et de contre-réponse, on va arriver à un niveau où les mecs, ça va être des échecs, quoi. Ça va être la défense sous-varine, 10 coups en avance, Magnus Carlsen sur son dos, quoi. Tu vois, c'est ça, en gros, plus ou moins l'objectif. Et moi, franchement, j'adore ça. Et pourtant, je viens pas du tout du sol, je viens pas du JJB, j'ai pas de parti pris là-dessus, c'est pas du tout mon école, mais c'est quand même fascinant à ce niveau-là, quoi. Bien, messieurs, on va passer au conseil. Alors, les devoirs à la maison, donnez pas Rust et Polydomso. Polydomso va vous conseiller un combat à regarder et Rust in Shape va vous conseiller un exercice. On commence par Monsieur Rust. Ouais, bon, le problème c'est que, alors en fait, il y a un gars qui s'appelle David Goggins, et là, puisque personne n'a rien à foutre de ses journées, je vous conseille d'aller le voir. C'est un mec qui a fait les Navy Seals, il a passé plusieurs fois les tests de sélection des forces spéciales les plus dures aux États-Unis, des groupes de forces spéciales, et ce gars-là, en fait, a une philosophie de vie qui est, grosso modo, tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps en train de faire un truc. Il faut jamais se relâcher, Et du coup, vu qu'on est en confinement et qu'on n'a pas beaucoup de mètres carrés, personnellement, au-delà du fait que on continue à s'entraîner, on fait des fentes, des squats, des pompes, des machins, et avec des fauteuils aussi. Je vous conseille avec des fauteuils. Perso, moi, je chope des fauteuils et je fais des trucs pour les avant-bras et pour les abdos, et c'est vachement bien. Mais même au-delà des fauteuils, il y a aussi un truc, c'est que en faisant ma vaisselle tout à l'heure, et la vaisselle de la maisonnée, je me suis dit, tiens, on est en train de faire la vaisselle, c'est clairement du temps perdu. Pourquoi ne pas mettre à profit certains groupes musculaires? Et du coup, pendant toute la durée d'une vaisselle, et donc plus votre famille est nombreuse, mieux c'est, je vous conseille de vous mettre sur la pointe des pieds et de serrer les fesses et les abdos aussi.
En gros, ça vous met dans un état de tension qui, je dois avouer qu'après la fin de la vaisselle, on sentait bien les fessiers, on sentait bien les mollets, c'était pas mal. Parce que après, voilà, si vous êtes vraiment des baisers, vous rajoutez des petits mouvements comme ça sur les mollets. La communauté la sueur qui twerk en faisant la vaisselle, quoi, franchement. Non mais voilà, alors c'est pas du. Voilà, pour éviter. Maître Yo-Yo. C'est très important. Pour éviter justement qu'on pense que vous twerkiez, gainez bien. Voilà, c'est l'astuce. Tout est dans gainez bien gainez bien les abdos et les fessiers pendant que vous faites des montées de mollets. Voilà. Bien. Et le conseil fight de Monsieur Polydomso. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Alors moi j'ai deux conseils. J'ai un conseil fight et un conseil comme ça qui a rien à voir avec le fight, mais qui a quand même un petit rapport un peu vite fait. On verra. Mais alors le fight, moi j'ai un conseil pour une stratégie gagnante. J'aime bien. Je pense qu'un mec qui connaît rien au sport de combat, il voit ce combat, il va tout de suite déceler la stratégie gagnante dans ce combat. C'est Masaki Nohiri contre Ilyas Boulaïd. Oui. Ça, franchement, c'est 3 rounds. Mais c'est génial parce que Ilyas Boulaïd, c'est un très très bon Dutch kickboxer. Il a vraiment la technique, tu sais, Mike Passener. Tu vois, il va faire 10 000 crochets, il va terminer sur un low kick et il est ultra agressif. C'est un très bon kickboxer, excellent. En plus, il était très jeune dans ce combat-là, donc kudo à lui d'avoir pris contre Masaki Nohiri, qui est un peu une bête noire dans cette catégorie. Et Masaki Nohiri, c'est très étrange, il a un style très bizarre, il n'utilise presque pas ses mains. Il fait que se défendre et il a une excellente technique en kick parce qu'il vient du Kyoku et donc il a une très bonne dextérité de jambes et tout. Donc il a une technique qui est un peu bizarre au début parce que c'est un peu le Justin Gaethje du kickboxing quelque part parce qu'il prend beaucoup de coups, il les encaisse et il maintient vraiment une distance quasiment une mi-distance de kick pour pouvoir développer ses techniques en kick. Et je vous spoil pas le combat, mais il y en a un des deux qui a eu une stratégie dans le combat et franchement, il vaut le coup pour ça, le combat. Ouais. Après, moi, mon petit conseil détente, parce que là... notre premium est gratos en France. Mais oui. Donc, on se refait tous la filmo d'Ali Nali, là, hein, sans problème. Non, je déconne, je plaisante. Alors, parenthèse fermée, petite parenthèse de pornologie fermée. Non, un film à regarder, parce que vous avez du temps et qu'il faut regarder des films, c'est Conan le Barbare. Le premier, hein, de John Milius. Et ce film, c'est un chef-d'œuvre. Faut oublier ce que vous avez appris sur ce film, parce que dans votre tête, vous allez vous dire c'est Schwarzenegger, c'est carton-pâte, c'est ridicule. Mais c'est du Nietzsche, en fait, ce film. C'est genre, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu as 10 000 punchlines à chaque moment. Le film, il est magnifique, il est wagnérien, c'est un truc de dingue. Et petit lien avec le MMA, vous ne le savez sûrement pas, mais John Milius, qui est un réalisateur qui est très intéressant d'ailleurs au passage, et qui a fait plein de trucs super intéressants. Il a fait La Poursuite d'Octobre Rouge notamment, et il a une personnalité assez folle. Enfin, c'est assez marrant. C'est un anarchiste un peu spécial, tu vois, un peu un anard de droite, comme on dit, côté un peu contradictoire, mais très très étonnant comme personnage. C'est lui qui a conçu l'octogone et les règles de l'octogone pour le premier UFC. Très étonnant, hein, vous savez pas. Non, je te jure, c'est vrai. C'est lui qui avait conçu l'idée d'octogone. Donc, quelque part, c'est lié plus ou moins au MMA. Donc, full circle. Putain, c'est dingue. Donc, et puis le film est ouf. Donc, faites-vous plaisir. Et regardez-le. Bien, shout out to my protein, moins 42% avec le code LASFEUR. Et puis voilà, messieurs, on se retrouve très très rapidement. J'espère, hein. On va essayer de tenir la cadence. Allez. Ouais. Pour les rays, pour les sauces. Bon, allez, hein. À bientôt. Au revoir. Soit.